Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nadia, diplômée d'un master de philosophie et certifiée par l'Université Laval au Canada en observation en philosophie pour enfants. J'ai suivi des modules de Julien Lavenu qui a créé le Labo Philo, Laurence Boucher et Sève. J'anime des ateliers depuis 5 ans avec des enfants en école, en collège et en visio, et je suis formatrice en philosophie pour enfants depuis 2 ans. Dans mon parcours, j'ai très rapidement ressenti le besoin d'apprendre à questionner les enfants pour leur apprendre à réfléchir. J'ai donc expérimenté des outils, testé des méthodes et mis en place un programme d'évolution pour apprendre à faire réfléchir les enfants. C'est ce que j'aimerais vous partager pendant ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Avant d'entrer dans le détail, j'aimerais simplement vous expliquer ce qu'est la philosophie pour enfants. Peut-être que vous le savez déjà, auquel cas vous pouvez passer à la vidéo suivante ou tout simplement écouter pour vous rafraîchir les idées. Tout vient de ce monsieur, John Dewey, et le courant du pragmatisme. Dewey a une volonté, rompre avec une philosophie classique qu'il voyait comme plus ou moins liée à la classe dominante pour en faire un instrument de transformation collective et délibérative du monde. Le principal moyen envisagé par Dewey à cette fin est ce qu'il nomme la théorie de l'enquête, qui fait partie de son approche de la démocratie et dans le cadre de laquelle les théories philosophiques traditionnelles sont alors vues comme des moyens de fournir des hypothèses à tester. Tout comme sa philosophie est basée sur le refus du dualisme entre pensée et pratique, mais plutôt sur une interaction entre les deux, l'école a pour fonction de partir de l'expérience des enfants et de lui donner une direction à partir des 4 impulsions qui sont de communiquer, de construire, de chercher à savoir et d'affiner son expression. Les fondateurs sont Matthew Lipman et Margaret Sharp. Dans la fin des années 60, Matthew Lipman invente la philosophie pour enfants aux États-Unis en se basant sur les travaux de Dewey. En 1985, l'approche de Lipman se développe dans le monde francophone. Et aux alentours des années 2000, la philosophie pour enfants se développe en France et de nombreuses approches méthodes se développeront. Lipman a écrit plusieurs romans et manuels destinés à introduire des concepts philosophiques aux enfants. Ces ouvrages, tels que La découverte de Aristote Maillard, étaient écrits sous forme de récits et dialogues pour rendre la philosophie accessible et engageante pour les jeunes esprits. Il a développé une approche pédagogique innovante, connue sous le nom de communauté de recherche, sous l'acronyme CRP. Cette méthode encourage les enfants à explorer des questions philosophiques à travers le dialogue et la discussion en groupe, favorisant ainsi la pensée critique, la réflexion collaborative et le respect mutuel. Anne-Margaret Sharp a joué un rôle significatif dans le développement de la philosophie pour enfants, bien que son nom ne soit pas aussi largement reconnu que celui de Matthew Lipman, le fondateur de ce mouvement. Sharp a collaboré étroitement avec Lipman dans le développement de ce domaine. Ensemble, ils ont développé des matériels et des méthodes pour intégrer la philosophie dans l'éducation des enfants. Sharp a contribué de manière importante à la création de matériel pédagogique destiné à stimuler la pensée critique et philosophique chez les enfants. Ces matériels comprennent des livres, des guides pour les enseignants et des programmes éducatifs. L'approche de Sharp visait à encourager les enfants à développer leur pensée critique et créative. Elle croyait que la philosophie n'était pas seulement pour les adultes, mais pouvait être adaptée de manière appropriée pour les enfants, leur permettant d'explorer des concepts complexes de manière accessible. Maintenant que vous connaissez les origines de la philosophie pour enfants, j'aimerais vous expliquer ce que vous allez faire. Votre rôle, plus souvent connu sous le nom de animateur et animatrice philo pour enfants, consistera à être finalement un facilitateur et une facilitatrice. Votre rôle sera de poser des questions, mais ne jamais dire ce que vous pensez, au risque d'influencer la réflexion des enfants. Vous serez le chef d'orchestre de l'atelier. Vous les ferez réfléchir. L'animateur de discussions philosophiques, souvent dans un contexte éducatif avec des enfants ou des adolescents, joue un rôle fondamental pour faciliter l'exploration de concepts philosophiques et développer la pensée critique. Voici les principales fonctions et responsabilités d'un animateur philo. Faciliter le dialogue. L'animateur encourage les participants à explorer des questions philosophiques profondes. Son rôle n'est pas de fournir des réponses, mais de guider la discussion de manière ouverte. Stimuler la pensée critique.
Il aide les participants à développer leurs pensées critiques en les incitant à examiner et à remettre en question leurs propres idées et celles des autres, à identifier les présupposés et à construire des arguments logiques. Créer un environnement sûr et respectueux. Cela signifie encourager le respect des opinions divergentes, gérer les conflits et assurer que chaque participant a la possibilité de s'exprimer. Et enfin, poser des questions. Un élément clé de son rôle est de poser des questions ouvertes qui incitent à la réflexion et provoquent l'exploration de nouvelles idées. Ensuite, vous allez encourager l'écoute active. L'animateur enseigne et modèle l'écoute active en aidant les participants à comprendre l'importance d'écouter vraiment ce que les autres disent plutôt que de simplement attendre leur tour pour parler. Vous allez relier les concepts. L'animateur aide les participants à relier les discussions à des concepts philosophiques plus larges et à des exemples de la vie réelle, rendant la discussion plus pertinente et engageante. Vous allez développer les compétences en communication. En guidant la discussion, l'animateur aide les participants à affiner leurs compétences en communication, y compris la capacité à articuler clairement leurs pensées et à répondre de manière constructive. L'adaptabilité et la sensibilité. Vous devez être capable de vous adapter aux différents groupes d'âge et de niveaux de compréhension et être sensible aux diverses expériences et perspectives des participants. En fait, vos objectifs, c'est d'aider les enfants à apprendre à penser par soi-même et à penser avec les autres. Pour cela, il y a différentes méthodes qui vont nous permettre de sortir du dogmatisme. Après Matthew Lipman, d'autres personnes se sont essayées à inventer des méthodes. Commençons avec celle de Michel Tozzi qui se situe dans une démarche conceptualisante. Les enfants sont encouragés à explorer des concepts tels que la justice, l'amitié, la liberté. La démarche conceptualisante met la notion comme point de départ de l'atelier pour définir un certain nombre d'attributs liés au concept. On cherche avec des exemples et des contre-exemples et à vérifier si ces caractères s'appliquent bien. On aboutit à la conceptualisation ou à une définition, le tout en apprenant à argumenter. Michel Tozzi en a fait ce qu'on appelle la DVDP, discussion à visée démocratique et philosophique, où les mythes jouent un rôle important. François Galicher, lui, a créé la démarche interprétative. Les enfants sont encouragés à explorer des notions abstraites, mais en partant de situations concrètes. On part d'un objet, d'une situation ou d'une œuvre. On explicite les sens pluriels du concept et on interprète les contextes. Il exploite les supports tels que la poésie, le photolangage, le portrait chinois et les œuvres d'art. Oscar Brunifier, lui, a mis en place la démarche socratique. Cette méthode est basée sur la maïeutique socratique. L'objectif est d'utiliser les compétences philosophiques pour accéder à une meilleure connaissance de soi, en acceptant de dialoguer avec soi-même, de s'autocritiquer et d'accepter la critique extérieure. Exigeante, elle travaille les attitudes des participants, qui disent beaucoup de lui, et lui font prendre conscience de certains schémas dans lesquels il est embourbé. Cette pratique tend à rendre humble, et je confirme. Chiara Pastorini, elle, crée la démarche holistique. Pour elle, penser par l'esprit et le corps sont indissociables. C'est une pratique verbale et artistique. Soit elle induit la réflexion, à partir de dessins ou de productions d'œuvres d'enfants, soit elle est un prolongement de la réflexion, une restitution. C'est en tout cas un complément de la réflexion. Là où les enfants ne peuvent pas poser de mots, ils posent leurs sensations, leurs interprétations. Jacques Lévin, lui, a créé la méthode Axas. Elle comporte 3 aspects. L'énoncé d'un thème, l'annonce que l'animateur n'interviendra pas et un tour de parole sur le thème annoncé. L'animateur rend compte des idées et de leur progression en faisant une synthèse de ce qui a été dit à la fin. Ces méthodes se complètent. Je ne peux pas dire qu'il y en a une qui soit meilleure qu'une autre, du moment qu'on s'attelle à développer les compétences pour faire réfléchir, mêlant méthode et créativité. Leur utilité ? Eh bien, ces méthodes permettent d'utiliser des supports de réflexion variés pour permettre aux enfants de développer leurs compétences de réflexion. Ces supports amènent un côté ludique à l'atelier et pour certains font partie du socle culturel commun. Ils permettent d'aider les enfants à prendre du recul sur leurs expériences nécessaires pour philosopher. Ma méthode ? Eh bien, j'oscille entre les différentes méthodes, en ayant pour but central de développer les habiletés de pensée telles que la communauté de recherche philosophique préconise de le faire.
Je m'inspire des autres en créant mes propres recettes par souci de confort, d'authenticité et pour répondre à mes besoins de méthode. J'aime passer de la démarche interprétative, à partir de productions artistiques des enfants, à la démarche conceptualisante en utilisant des techniques de questionnement de la communauté de recherche philosophique. Et l'avantage d'avoir plusieurs méthodes, c'est qu'elles permettent également de s'adapter au contexte d'intervention. L'essentiel, c'est de faire réfléchir. Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine, comme disait Montaigne. L'essentiel, c'est de sortir du dogmatisme, de ne pas transmettre nos pensées au risque d'influencer et nuire à l'autonomie de pensée des enfants. L'essentiel, c'est d'apprendre à questionner, pour opérer nos propres représentations, s'en défaire et aider les enfants à bien penser et pas à penser ce qui est bien. L'essentiel, c'est de travailler sa posture, pour aider l'enfant à s'exprimer avec authenticité et se défaire des dogmes. L'essentiel, c'est de travailler le questionnement, pour ouvrir la discussion et garantir qu'elle aide à penser les enjeux de l'humanité. Et l'essentiel, c'est de travailler ces ateliers, pour ne pas influencer les enfants en privilégiant les idées similaires aux nôtres. Vous allez probablement intervenir dans différents contextes. Et les différentes méthodes vous permettront de vous adapter au nombre d'enfants présents, au lieu, au support présent ou au nombre de séances. Vous pouvez par exemple intervenir en médiathèque, auquel cas vous utiliserez les supports présents, les albums jeunesse. En cinémathèque, auquel cas vous aurez accès aux films, que vous allez pouvoir travailler avec les spectateurs. Au musée, où vous allez pouvoir plutôt travailler le photolangage et la démarche interprétative. Les MJC ou centres sociaux culturels, là, tout dépend de l'endroit dans lequel on vous accueille et des moyens qu'on met à votre disposition. Les écoles, les collèges, pareil. Mais quand ils sont nombreux, l'avantage d'avoir la méthode de Michel Tozzi, la DVDP, c'est qu'on va avoir tout un dispositif pour gérer 30 personnes en même temps. Vous pouvez également intervenir en entreprise et en maison d'arrêt, mais je ne peux pas vous en parler car je n'ai pas l'expérience dans ces lieux. Donc au sommaire de cette formation, vous allez trouver 6 vidéos. Dans la première, nous allons évoquer votre posture, qui va venir influencer celle de l'enfant et lui permettre de parler avec authenticité, confiance et donc de philosopher. La deuxième vidéo portera sur la mise en place du cadre, puisque avant de philosopher, il faut apprendre à être ensemble et apprendre à prendre la parole. Ensuite, nous verrons exactement ce qu'est un atelier philo et les enjeux qu'il comporte. Ensuite, je vous présenterai différents supports, avec des exemples à la clé. Je vous parlerai de pourquoi est-ce qu'il faut préparer un atelier, et je vous montrerai des exemples de comment je fais. Et ensuite, nous verrons pourquoi il est important d'apprendre à questionner, sachant que ça va être le 100% de votre activité.